Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Mercredi dernier, pour la première fois de son histoire, le nationalisme breton a tué. Laurence Turbec avait 28 ans, elle était employée du McDo de Quévert, près de Dinan. Elle a été fauchée par l'explosion d'une charge de dynamite. Une mort innocente qui a scandalisé la France entière. Les condamnations sont unanimes. Mais derrière l'émotion, il y a une question: où va l'activisme breton? C'est l'une des rares fois qu'il prend pour cible des intérêts privés. Est-ce le signe d'une radicalisation? L'attentat n'a toujours pas été revendiqué, mais tous les soupçons se portent vers l'ARB, l'armée révolutionnaire bretonne. De quoi est faite la branche armée de l'ex-FLB? Qui sont ces poseurs de bombes? Pour évoquer ces questions aujourd'hui, avec moi sur ce plateau, Monsieur Christian Guyenvar, vous êtes porte-parole de l'UDB, l'Union démocratique bretonne. À vos côtés, Gaël Roblin, vous êtes porte-parole d'Engan, combat en breton, mouvement indépendantiste. Ronan Lequadic, vous êtes sociologue, prof à l'IUFM de Saint-Brieuc. Vous avez publié une thèse sur l'identité bretonne. Monsieur Louis Lepinsec, vous êtes sénateur, ancien ministre, et longtemps chargé de la décentralisation au sein du PS. Et enfin, en duplex de nos studios de France 3 à Paris, monsieur Philippe Madelin, ancien journaliste, écrivain, auteur d'un ouvrage intitulé « La galaxie terroriste ». Ma première question vous est destinée, monsieur Madelin. Je précise que vous êtes également ancien auditeur de l'IESI, qui est l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure. Pour évacuer la question judiciaire, est-on certain aujourd'hui de la provenance des explosifs de Quévert? Vous savez, les explosifs maintenant sont toujours signés à la production. Il y a un traceur chimique qui permet d'identifier avec beaucoup de précision toute production d'explosifs où qu'elle soit dans le monde. Donc aujourd'hui on en est sûr? Oh oui, on est absolument sûr, il n'y a pas de problème. Le plus facile à faire, c'est l'identification de l'explosif. Donc ça vient du stock de Plévin qui a été cambriolé donc, il y a environ 8 mois. À Plévin. À Plévin, oui, c'est ça, dans les Côtes d'Armor. Comment la sécurité nationale a-t-elle pu passer au travers de cette action? On sait que ce McDo a été mitraillé il y a quelques semaines également. Écoutez, il y a une question qui se pose, c'est: qu'est-ce qu'a fait la police en Bretagne tout ces temps derniers? La vague d'attentats a repris officiellement en 98, mais en regardant bien, on s'aperçoit déjà qu'en 95-96, il y avait eu toute une série d'attentats très significatifs, des cibles habituelles de l'ARB, du FLB-ARB. On s'aperçoit qu'il semble que les services de police ont un petit peu relâché leur attention sur la Bretagne, entièrement mobilisés probablement dans d'autres domaines. On m'a même dit précisément, pendant qu'ils sont occupés en Corse, en Bretagne, nous on fait ce qu'on veut. Une dernière question avant de passer à nos invités qui sont sur notre plateau à Rennes. Comment vous analysez, vous, cette dérive, le drame qui est arrivé à Quévert, près de Dinan? Alors le drame, on est à peu près certain maintenant que c'est un accident en fait, c'est-à-dire que c'est une charge qui n'a pas explosé, mais honnêtement les poseurs de bombes auraient pu passer un coup de téléphone et dire attention, il y a une charge dans le McDo. Ils l'ont pas fait, donc leur démarche reste relativement ambiguë. Alors sur le fond, l'analyse, on sait que toute action terroriste d'envergure prend corps à partir de situations de faiblesse. Actuellement, il semble que le mouvement nationaliste breton, indépendantiste, n'ait plus la force et ne soit pas capable de se faire entendre suffisamment. Et c'est là où la tentation, pour un certain nombre d'esprits qui ne comprennent pas très bien les contraintes morales, c'est la tentation de commettre des attentats pour se faire entendre, pour dire nous existons, il faut nous écouter, il n'y a pas que les voies légales. Deuxièmement, et ça c'est presque certain, il y a la proximité avec les militants de l'ETA qui ont contaminé, semble-t-il, les jeunes Bretons. Pourquoi ces militants de l'ETA basque se trouvaient en Bretagne? Tout simplement parce qu'ils étaient assignés à résidence en dehors des départements basques. Ils ont été assignés à résidence. De nombreux personnages ont été installés en Bretagne ou dans les alentours. Il y a une vieille tradition d'hospitalité chez les militants bretons, donc et finalement une rencontre d'intérêts, le militantisme, l'hospitalité et finalement les bombes, l'action violente, l'action directe.
Monsieur Gaël Roblin, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse avancée par Monsieur Madeleine? Le mouvement breton aurait du mal à se faire entendre, d'où cette radicalisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Moi, je pense que c'est un raccourci un peu dangereux, dans la mesure où, comme vous l'avez indiqué au début de l'émission, pour l'instant, l'action dramatique contre le McDonald's de Kéver n'a pas été revendiquée. Moi, je me permets encore de douter de la paternité réelle de cet attentat. J'aurais aimé entendre M. Madeleine plus souvent sur les agissements parapoliciers de la police française ces dernières années dans les meurtres contre des réfugiés basques, dans l'affaire du Rainbow Warrior, dans l'affaire des paillotes corses, qui, à mon avis, ne sont pas des actions qui ont été mises en place par l'armée révolutionnaire bretonne et qui n'ont pas été revendiquées par cette organisation. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention à ce qu'on raconte et qu'il vaut beaucoup mieux réfléchir, comme le disent de plus en plus d'acteurs de la vie politique bretonne, à comment, en Bretagne, des gens en arrivent-ils à envisager l'action clandestine comme seul moyen de se faire entendre. Vous avez avancé la thèse d'une manipulation du ministère de l'Intérieur. Vous campez sur cette position? Je ne campe pas sur cette position. Je pense que lorsqu'on évoque les différentes hypothèses possibles, ce n'est pas une hypothèse à rejeter dès le départ. Toutes les hypothèses sont envisagées. Cela dit, ce n'est pas pour désigner qui que ce soit du doigt, c'est juste pour rappeler certains faits qui sont prouvés, avérés. Je pense qu'effectivement, le débat maintenant doit être comment, en Bretagne, en arrive-t-on à ce que certaines personnes s'en soient réduites à l'action clandestine, même si l'action qui a été commise n'a pas été revendiquée, et plutôt à cause de quelle responsabilité politique, à cause de qui, cause de quel double langage. Elle n'a pas été revendiquée, elle n'a pas été démentie non plus, Monsieur Guyonvar, par l'ARD. Est-ce que c'est la signature? Est-ce que c'est un aveu? Je ne suis pas enquêteur, à chacun son métier. Je crois simplement que les Bretons, dans leur ensemble, ont été vraiment bouleversés par cet acte, parce que le respect de la vie humaine est une valeur fondamentale pour les Bretons, et le fait d'ôter la vie d'une personne pour des idées, quelle qu'elle soit, est forcément un acte scandaleux qui bouleverse les Bretons dans leurs sentiments et leur nature la plus profonde. C'est un très rude coup quand même pour l'UDB en particulier et pour l'autonomie de la Bretagne en général. Pour l'UDB, vous établissez un lien entre l'UDB et cet acte? Vous faites un amalgame? Absolument pas. Vous êtes à la limite de la diffamation, monsieur. Non, absolument pas. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Reprenez-vous alors. Non, j'ai juste voulu dire que pour votre projet breton, on sait que vous avez un projet de gouvernement régional, on sait que vous avez un projet qui est très structuré. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas que ce projet soit discrédité par cette action? Ça n'a aucun rapport. L'autonomie régionale que nous revendiquons pour la Bretagne est un mode de gouvernement qui s'est généralisé dans tous les États voisins. Est-ce que les présidents des Länder allemands, des régions autonomes allemandes, des régions autonomes d'Espagne, est-ce que les présidents des régions autonomes d'Italie, est-ce que le président du Parlement d'Écosse sont des terroristes parce qu'ils pratiquent l'autonomie au quotidien? C'est ce que nous demandons, ni plus ni moins pour la Bretagne. Et depuis que l'UDB existe, depuis 36 ans, l'UDB s'est toujours exprimé par des voies strictement démocratiques et pacifiques. Louis Lepinsec, bonjour. Est-ce que ce drame qui est arrivé à Kéver mercredi va rejaillir? Comment va-t-il rejaillir sur l'image de la Bretagne à votre avis? Bien, tout d'abord, vous me permettrez à mon tour de dire qu'il s'agit là d'un acte odieux, lâche, criminel, auquel nous ne trouvons aucune excuse. Il y a un acte où l'absurde le dispute au dramatique par la mort de Laurence Turbec. Cet acte appelle indignation, il appelle condamnation. Je note que lorsque des attentats contre les établissements publics réussissent, ils sont revendiqués. Lorsqu'ils conduisent à mort de personnes, il n'y a plus de revendication et on insinue que le ministère de l'Intérieur pourrait être concerné. Je pense que la grande majorité des Bretons qui regardent avec sympathie le regain de l'identité bretonne et de son expression riche, diversifiée, savent faire le partage des choses. Il est permis de dire que cet acte, oui, c'est un coup au jarret pour ceux qui entendent promouvoir l'identité bretonne. Et je suis de cela, la promouvoir au sein de la République. Et on peut, oui, craindre que pour un temps, un certain nombre soit d'admirateurs de ce mouvement, soit de ceux qui voudraient le seconder, n'hésitent un instant, parce que ce qui est la pureté de l'engagement dans la défense de l'identité bretonne
peut être un temps entaché, mais à nous, les politiques, à bien situer les responsabilités. On parle de crispation. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce terme-là? On parle de crispation en Bretagne. Crispation du mouvement un petit peu revendicatif breton. Quelles sont ces raisons? Quelles sont les raisons, à votre avis? D'abord, écoutons ceux qui s'expriment. Il n'y a rien de pire que les termes, j'allais dire, globaux. À l'heure de la mondialisation, de parler globalisation. Il y a ceux qui souscrivent pleinement à ce que la Bretagne exprime toute son identité, la grande majorité, et qui n'entendent pas remettre en cause les liens avec la République. Il y a ceux qui considèrent que la République parfois est trop timide, parfois peut créer des blocages institutionnels. À ce moment-là, cela mérite d'être dénoncé. Et je suis de ceux qui le font, ayant été acteur aussi de la décentralisation. L'État est toujours très centralisé, trop centralisé pour les Bretons? Oui, il l'est, je le dis, parlementaire de la majorité, et c'est le langage que nous tenons au gouvernement. Il est un certain nombre de responsabilités qui peuvent être confiées aux régions. Je dirais que l'on ouvre un peu quelques corsets qui demeurent. Je ne dis pas seulement les négociations sur Diwan. Si cela traînait, eh bien on nous entendrait, car nous serions en droit de protester. Je parle de tout ce qui est la réflexion sur les relations entre la région et l'État. Je suis avec une particulière attention ce qui va être, j'allais dire, initié et proposé pour la Corse, et je suis avec une très grande attention les propositions que va faire bientôt Pierre Mauroy en matière de décentralisation. Je suis régionaliste. Je ne suis pas autonomiste, car il faudra que nous précisions les mots. Monsieur Le Coadic, vous êtes sociologue. Comment, à votre avis, est-ce que sociologiquement, cet attentat ne peut pas se justifier, on ne va pas dire ça, mais est-ce que vous trouvez, vous, une certaine dérive, une crispation, comme on l'a dit tout à l'heure, sociologiquement, dans le peuple breton? Avant de parler de sociologie et donc de faire intervenir la raison, je voudrais aussi faire parler un petit peu le cœur et dire que moi aussi, j'ai été bouleversé par ce qui s'est passé. Et que, même si c'est peut-être un peu tôt pour dire ça, j'espère que de ce qui s'est passé, de ce drame-là, naîtra quelque chose, c'est-à-dire que j'espère que l'ARB va cesser d'utiliser la violence pour faire passer ses idées. Je pense que, comme disait Gandhi, entre la fin et les moyens, il y a le même lien qu'entre une graine, une semence et un arbre. Donc j'espère qu'en Bretagne, les gens qui sont déterminés à mener un combat indépendantistes ou autonomistes ou régionalistes, puisque ce sont des combats différents, mais que les gens qui sont déterminés, qui sont révoltés, eh bien, utiliseront d'autres moyens, éventuellement d'autres moyens non conventionnels que la violence. Donc c'est la première chose que je voulais dire. Maintenant, vous parlez de crispation. Je pense qu'il y a une crispation. Et je pense aussi que chacun d'entre nous, ici, porte une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Je pense que la presse, les médias, qui sont si friands de spectaculaire, portent leurs responsabilités. Comment se fait-il que des débats comme celui d'aujourd'hui ne puissent avoir lieu qu'après qu'il y ait eu un meurtre? Comment ça se fait? Comment se fait-il que l'État envisage l'autonomie de la Corse uniquement après qu'il y ait eu le meurtre d'un préfet et des attentats en plein jour? Est-ce que c'est un fonctionnement démocratique? Comment se fait-il que les élus mettent sous le boisseau les grands débats de société d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du fonctionnement de la démocratie? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du fonctionnement un petit peu oligarchique de la démocratie? Pourquoi est-ce qu'on ne pose pas un certain nombre de questions de ce type-là? Comment se fait-il maintenant que le mouvement breton se comporte depuis, je dirais depuis le début du siècle, constamment en opposition par rapport à l'État, et non pas, mis à part il y a des cas comme Diwan par exemple, mais généralement en opposition et non pas en construction, hein. C'est-à-dire construire un mouvement social, c'est toujours s'opposer à l'État. Donc nous portons tous, les uns et les autres, des responsabilités dans tout ça. Et tout ça s'inscrit dans un contexte social breton qui est à la fois fait de drames sociaux, comme les drames qui sont liés à la pêche, qui sont liés à l'agriculture. Vous voyez que ça peut justifier un tel regain de violence? Non, c'est un contexte, si vous voulez, hein. Il y a un contexte, il y a des drames sociaux, il y a en même temps, quand même en Bretagne, un certain bien-être qu'il faut reconnaître, il y a un regain identitaire, et puis il y a des blocages institutionnels accompagnés d'une crispation politique sur des positions qui sont complètement intransigeantes d'un côté et de l'autre de l'échantillon politique, et surtout, il y a cette absence de débat qui est fondamentale. Il faut débattre des questions de société, et ce genre de choses ne se produira plus. Gaël Roblin, beaucoup évoquent, enfin certains, je veux dire, évoquent l'émergence d'une certaine idée d'extrême droite. Chez les indépendantistes. C'est effectivement une idée qui est particulièrement, un propos qui est récurrent dans la bouche de nos détracteurs. Je pense que
Monsieur Le Quadic, comme Monsieur Le Pinsec, comme Monsieur Guimard savent très bien, et partageront avec moi ces propos, que l'immense majorité de ceux qui défendent les droits culturels, politiques du peuple breton sont absolument opposés à toute idée de xénophobie, de racisme, d'antisémitisme. C'est quelque chose que nous répétons régulièrement et c'est un terrain sur lequel je me sens particulièrement à l'aise. Je pense que c'est pas en jetant l'anathème et le doute et l'opprobre sur toute une mouvance de gens qu'on va régler des problèmes politiques. Ce n'est pas non plus en répondant uniquement par la répression et les fausses promesses qu'on va régler les déficiences démocratiques qui ont été soulignées par M. Le Quadic, mais bien effectivement en débattant et en répondant sur le terrain politique et pas en ensevelissant les gens sous des années de prison comme c'est le cas en ce moment. On va rejoindre monsieur Madeleine à Paris. Je crois que vous avez une analyse aussi par rapport à cette idée d'extrême droite qui traverserait un petit peu les autonomistes bretons, monsieur Madeleine. Non, pas l'extrême droite. Au contraire, je pense qu'il faut regarder plutôt un certain enracinement d'extrême gauche du mouvement breton qui est très traditionnel, ancien, et à la fois d'extrême gauche dans le mouvement paysan. Il faut se rappeler que par le passé, les deux mouvements autonomistes, indépendantistes et les paysans travailleurs ont été très proches. Or, il se trouve en ce moment que la Bretagne est confrontée, le Quadic l'a bien dit, est confrontée à des problèmes très importants. Il y a eu le dépôt de bilan de la société Bourgoin récemment, qui a mis de nombreux éleveurs de volailles en grosse difficulté. Il y a eu tous les problèmes du port, il y a eu tous les problèmes d'une restructuration d'une petite agriculture qui ne sait pas très bien où elle va, et c'est un terreau où traditionnellement, un terreau d'incertitude, où traditionnellement la violence se manifeste. Et moi je vois ça beaucoup plus de ce côté-là. L'extrême droite, je les connais, c'est plutôt du folklore, on les voit de temps en temps, ils publient des livres, etc. Je ne pense pas qu'ils aillent dans des mouvements comme ça, parce qu'ils n'ont pratiquement plus aucune chance, plus aucun appui en Bretagne. Et ça, M. Roblin l'a bien dit, il y a vraiment un antiracisme militant dans les mouvements bretons qui, à mon avis, est tout à fait essentiel. En revanche, les difficultés économiques, les tensions, les crises, et peut-être l'impression qu'on est encore trop loin de Paris, que Paris n'est pas assez attentif aux difficultés de la Bretagne. Je pense qu'il faut plutôt voir de ce côté-là un climat qui permet à certains esprits un petit peu dérangés d'éclore et de commettre des attentats pas forcément significatifs et intéressants pour leur propre mouvement. Monsieur Guimard, vous êtes d'accord avec monsieur Madeleine? Je voulais réagir à un propos de Ronan Le Quadic. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, sauf un point. Lorsque vous dites que les organisations politiques bretonnes, traditionnellement, se construisent en opposition avec la France, c'est faux. Dans la charte fondatrice de l'UDB en 1964, dans l'article 2, nous disions très clairement, enfin, je n'étais pas de cette première génération, qu'il fallait construire une France fédérale. Je ne pense pas que inscrire dans ses objectifs une France fédérale, ce soit adopter une position anti-française, du tout. Il s'agit de construire la France, j'allais dire de reconstruire la France, telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses communautés historiques, telles que les Bretons, les Occitans, mais aussi avec les communautés plus récentes, car nous pensons, par exemple, que sur le plan culturel, des revendications portées par les Berbères, d'une certaine façon, rejoignent les revendications portées par les Bretons, les Occitans ou les Basques. Je pense effectivement qu'en ce qui concerne l'UDB, le problème n'est pas tellement dans cette opposition systématique à l'État, c'est plutôt un problème de clarté du message, c'est-à-dire que il y a une habitude de l'UDB qui est un petit peu donneuse de leçons depuis très longtemps, un petit peu d'enseignants, et qui parfois ont eu un comportement ambigu, c'est-à-dire tenant parfois un message nationaliste en privé et un message antinationaliste en public, et puis aussi un rapport au Parti socialiste aujourd'hui qui est ambigu, avec d'un côté un peu l'UDB qui devient satellite et d'un autre côté qui critique. Donc je pense que c'est plutôt là qu'il pourrait y avoir un facteur d'exaspération par rapport aux militants exaltés dont on parle. Je crois que M. Le Pinsec ne me démentira pas si je dis que les échanges entre les Verts et le Parti socialiste, par exemple, qui appartiennent au même gouvernement aujourd'hui et à la même majorité depuis 3 ans, ne sont pas toujours cordiaux. Louis Le Pinsec? Eh bien, ça tombe bien. J'ai à dire mon accord avec la thèse du terreau exprimée par Madeleine, c'est-à-dire sur le fait que quelques esprits égarés peuvent oublier que des explosifs, cela peut tuer. Je suis en désaccord, quand je ne voudrais pas donner le sentiment qu'il y a consensus autour de cette tribune, en désaccord
avec le représentant d'Emgan. Je ne partage pas ce qu'il a pu dire dans la mesure où il n'y a jamais eu de la part de sa formation condamnation de l'acte de violence. C'est un point de désaccord. Aujourd'hui, Engan a condamné, je crois. Non, non. Nous avons plus que condamné, nous avons qualifié cet acte d'injustifiable. Oui, mais... Monsieur Le Pinsec. Non, il n'y a pas eu condamnation, je le dis. Et s'agissant de M. Quadic, le débat public, qui ne le demanderait au titre de formation démocratique, il y a à chaque fois... Allons-y, je pense qu'il faut y aller. Mais écoutez, vous écoutez ce qui se passe dans les assemblées, j'allais dire, légitimement prévues à cette fin, Conseil régional, mais aussi l'Assemblée nationale et le Sénat. Non, mais ce que je voulais dire, c'est un débat de société, si vous voulez, un grand débat de société public, et pas confiné, si vous voulez, à des instances aussi légitimes soient-elles, si vous voulez, un petit peu fermées, quoi. Je parle d'un grand débat de société auquel tout le monde puisse participer. Mais par exemple, quand la France ne signe pas la charte européenne sur les langues régionales. Si, elle l'a signée. Elle l'a ratifiée. Elle l'a signée, mais elle n'a pas ratifié. Elle n'a pas ratifié. Est-ce que c'est quelque chose qui peut justement crisper la situation en Bretagne? Pour certains esprits, cela participe d'une crispation. Je précise toutefois que le gouvernement a signé, que le chef de l'État n'a pas souhaité modifier la Constitution en vue de permettre une ratification. Je dis mon accord avec M. Guyon-Varche sur cette appréciation qu'au sein de la majorité plurielle, les forces discutent, oui, âprement, parce que c'est ainsi que l'on établit une base de programme, et le thème du contenu de l'autonomie n'est pas un thème second dans ce qui peut être de vrais thèmes de discussion, voire de différents. Gaël Roblin, vous êtes d'accord avec ce que dit M. Le Pinsec? Je suis absolument effaré devant son double discours, puisque ce que M. Le Pinsec voulait dire, c'est qu'il a fait des promesses électorales particulièrement claires lors des dernières sénatoriales, où il a déclaré qu'il œuvrerait en faveur de la reconnaissance officielle du peuple breton, en faveur de la modification de la Constitution française. Alors effectivement, ce sont de belles promesses, mais lorsqu'on n'est pas capable de tenir de telles promesses à cause du cadre juridique, à cause du cadre institutionnel, on ne les fait pas, parce qu'après on porte une lourde part de responsabilité dans la crispation du discours politique et dans la crispation des actes politiques. Vous avez pu voir qui refuse la modification de la Constitution. Là, c'est un débat politique vraiment parisien. Oui, pour ce point précis, il faut savoir Aujourd'hui, les États membres de l'Union européenne ont prévu que les États candidats à l'adhésion devront obligatoirement avoir ratifié la charte du Conseil d'Europe sur les langues. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France ne pourrait pas intégrer l'Union européenne. C'est quand même grave. Monsieur Le Quadic, est-ce que, pour revenir un petit peu à cette... dans vos études, quand vous allez sur le terrain, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous disent les Bretons? Qu'est-ce qui déçoit les Bretons aujourd'hui? Beaucoup de choses, si vous voulez, mais je pense qu'il faut distinguer quand même nettement les militants, d'une part, qui sont engagés, qui ont une réflexion politique sur toutes ces questions-là, et puis l'ensemble de la population qui vit les choses de façon plus affective, quoi. Justement, en parlant des militants, est-ce qu'on peut analyser une certaine... Alors, on sait que l'ARB est un mouvement clandestin, qu'on ne connaît pas ses membres, mais est-ce qu'on peut, au moins sur 20 ans, analyser la dérive ou l'évolution des militants de l'ARB? Non, je pense pas. Je crois que c'est un mouvement où il y a quand même peu d'adhérents, enfin il y a peu de membres. Ce qui m'a frappé, c'est que la représentation socio-professionnelle de l'ARB est très proche de l'ensemble de la population bretonne, alors que les partis bretons, par exemple, sont surtout composés d'enseignants de catégories socio-professionnelles favorisées. Donc ça, c'est la seule chose que je puisse dire, mais on ne peut pas tracer comme ça une évolution ou une dérive de l'ARB, je ne pense pas. Il n'y a pas d'études qui puissent, je veux dire, non pas justifier, parce qu'on ne peut pas justifier un tel acte, mais qui puissent au moins prévoir ce débouché violent. Non, je pense que, il y a des éléments donc, dont je vous parlais tout à l'heure, les drames sociaux aujourd'hui, avec en même temps, en contrepoint, ce regain de l'identité bretonne. Je crois qu'il y a un passé d'humiliation qui est encore présent et qui fait que, face à un certain nombre de choses, il y a une charge émotionnelle qui revient. Je crois d'ailleurs que des attentats comme celui-ci, au lieu de faire avancer la cause bretonne, renforce la charge émotionnelle négative des Bretons. L'image de la Bretagne en prend un coup. Oui, l'image de la Bretagne. Et puis, si vous voulez, l'autocensure des Bretons. Parce que, si vous voulez, on peut dire qu'en Bretagne, quand on entend les Bretons parler, il y a un comportement régionaliste ou autonomiste de fait, et puis il y a un refus
de tout ce qui est démarche politique autonomiste. Il y a une autocensure. Très bien, je vous remercie. Merci d'avoir suivi cette émission. Elle est terminée. Dans quelques instants, vos infos régionales et le 12-13 Ouest présenté par Sophie Guillain. Merci, à bientôt. Bonjour, c'est donc ce matin qu'ont eu lieu les obsèques de Laurence Turbec, la jeune employée tuée dans l'attentat du McDonald's de Quévert. L'église de Léon dans les Côtes-d'Armor était trop petite pour accueillir la foule. Sur place, le reportage d'Antoine Placier et Serge Lenot. Des barrières de sécurité, un dispositif de gendarmerie disposé tout autour de la petite église. Ce matin à Quévert, c'est dans la plus stricte intimité que la famille et les proches ont dit un dernier adieu à Laurence Turbec, 28 ans, morte dans l'attentat du McDonald's. Vous connaissez bien la victime et les parents, et je trouve ça regrettable, vraiment regrettable à tous les niveaux. C'est horrible, c'est triste, c'est tout ce qu'on peut dire. Une chose qui arrive à un enfant comme ça, c'est affreux. Tout le personnel du fast-food où travaillait la jeune femme a fait le déplacement. Il y a aussi les proches, mais pas d'officiels. Le cercueil fait son entrée peu avant 10 h. L'église, elle, est trop petite pour contenir tout le monde. Ce matin à Quévert, la colère a cédé la place au recueillement le temps d'une cérémonie. Car malgré la dignité de la famille et des proches, personne ici n'a oublié et personne n'oubliera que cette cérémonie n'aurait jamais dû avoir lieu. La population de Quévert, pour sa part, a rendu hier soir un hommage à Laurence Turbec en se rassemblant en silence devant le McDonald's. Près de 1000 personnes se sont recueillies dans une ambiance de tristesse. Jean-Daniel Vives. L'émotion à fleur de peau pendant la longue minute de silence en hommage à Laurence. L'émotion encore lorsque ses collègues de travail déposent des fleurs. L'indignation enfin ressentie par la foule anonyme présente pour Laurence, immolée sur l'autel du ridicule. Un acte comme ça, c'est une personne qui n'avait rien fait, je veux dire, une femme qui vient travailler et puis qui ne reviendra jamais, quoi, tout simplement. Je me mets à la place de ses proches. C'est la tristesse, c'est du dégoût. Oui. Ah oui, une révolte, une très grande colère et moi une révolte. Et c'est ce que je disais à madame, mon neveu, il travaillait il y a 6 mois, c'était lui qui était le manager, donc ça doit être un ami de cette personne qui est morte. Et moi je trouve que c'est très triste. Non, je pense. J'estime qu'on n'a pas le droit de tuer des gens pour des idées, quoi. C'est inadmissible. On peut manifester autrement. Aucun politique indépendantiste breton ne s'est déplacé hier à Quévert. Aujourd'hui, les 40 McDonald's de tout l'ouest de la France sont fermés par solidarité. Au même moment, à Plévin, des personnalités de la région ont lancé un appel à tous les Bretons pour condamner cet attentat. Le milieu culturel breton est sous le choc, lui qui milite pour la non-violence et la pédagogie. À Carhaix, le reportage d'Hélène Pédèche et Vincent Bars. À Carhaix, plus que partout ailleurs, l'affichage en français et breton est de rigueur. Ici, le sentiment d'appartenance culturelle est très fort. Preuve en est la multitude d'associations qui y ont fleuri ces 30 dernières années. Voici Tiarvro, la maison du pays. Elle regroupe une douzaine de ces associations culturelles. On y apprend le breton ou la broderie, on y organise des fêtes. Ici comme ailleurs, le drame de Quévert choque profondément, même s'il ne surprend pas vraiment. Je crois qu'il faut arriver à discuter, à négocier avec le gouvernement, avec les instances régionales. Non loin de Carhaix à Poulaouen, le célèbre chanteur-compositeur Éric Marchand fait son examen de conscience. Depuis des années, il chante son mépris des nationalismes, notamment bretons, seulement. Il est possible qu'on puisse considérer, en se réveillant le matin, qu'on a une toute petite part de responsabilité parce qu'on n'a peut-être pas dit assez haut, quoi qu'on l'ait fait, que la différence entre culture et idéologie est quelque chose de déterminant. Un jour, peut-être, Éric Marchand composera de nouveau pour redire son dégoût des nationalismes. En attendant, le mouvement culturel breton craint, après ce drame, d'être abattu en plein vol au moment où tout allait si bien pour lui. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec vos éditions locales, Haute-Bretagne et Anne-Tol Lagade, votre journal en breton.
Musulia barkeier drear GPS da la rede gant chikour ar satellit, c'est d'aller cosvegret baou e blas vraiment dans Arstal, Bretagne. Je veux dire, l'analyse, à la limite, c'est presque indécent, quoi. Je pense que je crois qu'il faut être contre, je ne sais pas qui a tué, mais il faut être contre tous les hyper-nationalismes, de quel côté ils soient. Alors, dans votre album Back to Bray, je le disais, c'est le 20e, il y a justement une chose qu'on peut noter, il y a beaucoup de chansons en français. Oui. Plus que dans vos derniers albums, pourquoi? J'ai vraiment eu envie d'être plus direct, quoi. Et c'est plus direct aussi bien d'un point de vue de la musique que des textes, hein, et donc automatiquement m'adresser en français, qui est ma langue maternelle. Plus direct, ça veut dire que vous avez envie de sortir de l'étiquette de la musique vraiment celtique, bretonne. Vous avez envie de vous adresser à un plus large public? Non, parce que je crois d'une manière générale, je dirais presque le contraire. Enfin, c'est que j'ai un disque précédent, c'était l'éclectisme total, le côté je suis citoyen du monde avant d'être breton. Et je crois que c'est très important, bien sûr, à dire, quoi. Et en même temps, je suis breton et je m'adresse dans les deux langues parlées en Bretagne. Alors justement, vous dites dans un des interviews apparues à la suite de la sortie de cet album qu'on vous classe toujours dans le rang de la musique traditionnelle, mais que vous, votre école, c'est la musique classique. J'ai commencé par la musique classique, mais ça fait déjà pas mal d'années. Ensuite, la recherche de fusion, tout de suite, donc classique, celtique. Ensuite, l'apparition du rock à l'arrivée en Europe. Et donc, une passion pour cette musique-là, l'envie de faire aussi cette fusion avec le rock, mais aussi un intérêt pour, dès l'adolescence, pour des musiques du monde, de manière générale. Donc, au fond, il y a cette recherche, toujours ce ping-pong entre le fait d'être breton, et puis le reste du monde, et puis ce respect mutuel qui doit être la loi, qui devrait être la loi sur Terre. Et dans votre domaine, qui est celui de la musique, surtout aucune opposition. Le classique, il amène à la musique celtique, qui peut aussi permettre de rencontrer le rock, Youssou N'Dour, Khaled, tout ce monde-là se retrouve dans des disques. Dans des disques, et sur le dernier, j'ai voulu rendre hommage d'une certaine manière à des très grands musiciens bretons, et qui sont peut-être moins connus dans le monde, comme ceux d'Hervé Yowank, par exemple, hein, comme Jean-Charles Guichen, mais aussi comme d'autres musiciens qui sont avec moi déjà en tournée, une tournée donc, qui a déjà commencé pour les 2000 et 2001. Cet album dont vous dites qu'il est votre meilleur, alors ça fait longtemps que vous faites de la musique, 30 ans hein, maintenant, pour ce qui est des disques qui sortent, c'est le 20e. Pourquoi est-ce que celui-là, il est le meilleur, ou est-ce qu'on dit toujours ça quand un disque sort? Je pense que c'est un des meilleurs. Franchement, il ressort, il y a peut-être 7 sur les 20 albums, il y a peut-être 7 ou 8 albums qui ressortent un peu plus, mais tout simplement, il y a les expériences qui sont de toute façon plus grandes aujourd'hui qu'avant, et même les progrès de la technique. C'est-à-dire je veux dire, sur les premiers albums, ça fait quand même pas mal d'années, et donc la technique elle-même a progressé, et mon expérience, de même que celle de mon co-réalisateur Franck Darcel, est là pour avoir un son, je pense, qui est franchement meilleur que la plupart de mes albums. Alors on reviendra bien sûr tout à l'heure avec vous sur cet album et puis sur votre itinéraire tout de même assez incroyable, depuis le petit garçon qui donne ses premiers concerts à 9 ans jusqu'à la star mondiale, on peut le dire maintenant. Alors je vous propose de découvrir avec nous le grand reportage du 12-13. Il est consacré cette semaine à la communauté maghrébine dont ne le savent pas. C'était le grand groupe de Festos du début des années 90 et l'autre est un ancien de Marquis de Sade. Pourquoi avoir voulu un peu mélanger des générations comme ça, puis des origines différentes aussi? Je crois que personnellement, j'ai à la fois mon âge, mais j'ai aussi, je suis resté un peu adolescent aussi, et au fond, les musiques que j'aime, ce sont des musiques, c'est assez large, quoi, et je crois que les gens qui viennent me voir, peuvent être très très jeunes, et ma musique peut leur plaire vraiment. Et donc, je pense que moi, j'aime bien essayer d'être fédérateur, quoi. J'aime bien essayer que ce soit les générations, ou les goûts, les cultures, les musiques, je veux dire, je crois que c'est ça qu'on a envie de dire, quoi. Que j'ai envie de dire. Vous dites que beaucoup de jeunes viennent voir vos concerts, et ça c'est vrai à peu près dans toute l'Europe. Ces jeunes-là, ils ne savent pas justement forcément que vous avez donné vos premiers concerts très jeunes, que vous avez été véritablement un enfant prodige de la musique. Ça fait maintenant effectivement, il y a un petit moment. Comment vous analysez cet incroyable parcours ? C'était un rêve un peu irréaliste, peut-être, si j'avais ce rêve que j'ai eu d'ailleurs un peu anciennement, d'ailleurs une chanson qui s'appelle Rêve, une vraie ou.
Et je crois que c'est important, je pense, quelquefois de rêver très fort, et on arrive à faire changer des choses. Et le rêve que cette musique bretonne, cette culture bretonne puisse vraiment repartir et être aimée déjà tout simplement par les Bretons, c'était vraiment le grand rêve qui s'est réalisé. Parce qu'on peut dire qu'il y a eu deux grandes époques de succès, quoi. C'est les années 70 avec votre disque, l'Olympia 72, plus d'1,5 million d'exemplaires, c'est faramineux. Les années 80 un petit peu moins bien, et puis les années 90, un nouveau départ. Vous le vivez aussi comme ça, comme un nouveau départ, ou c'est pour vous une continuité musicale? Vous disiez tout à l'heure que c'était, quand j'ai fait des tournées très importantes aux États-Unis, en Australie, en Italie, et donc au fond j'ai peut-être un peu moins ressenti cet aspect, mais dans les années 80, puisque c'est là que, à la limite, ma carrière, entre guillemets, internationale s'est développée. Et de l'autre côté, effectivement, on ne peut pas nier quoi, que médiatiquement, etc., c'était un petit peu plus dur en France dans les années 80. Mais là encore, il fallait avoir de l'espoir et se dire, mais on va y arriver, on va pouvoir peut-être, entre guillemets, déringardiser la musique bretonne à nouveau et faire comprendre que cette musique, cette culture, elle vaut toute autre culture, toute autre musique. Et les gens, je pense, s'en rendent compte à nouveau. Merci Alan Stivell d'avoir été notre invité pour ce samedi, ce 12-13 du samedi. Je rappelle le titre de votre album, il s'appelle Back to Braise et on le trouve chez Dreyfus Sony Music. Alors depuis vendredi, 500 bateaux s'affrontent sur le plan d'eau de la Trinité-sur-Mer. On en parlait tout à l'heure avec La misère est notre perle bistrot, élevé dans des tiroirs en guise de berceau. On nous a laissé choir, tout seul dans le ruisseau. Dès notre plus jeune âge, parqués dans des prisons, nous dormons dans des cages et nous tournons en rond, sans voir le paysage, sans chanter de chansons. On n'est pas à plaindre, on est à blâmer, on s'est laissé prendre, qu'est-ce qu'on avait fait, enfant des corridors, enfant des courants d'air. Le monde nous a foutus dehors, la vie nous a foutus en l'air. La Bretagne vivante au quotidien, chez nous, chez vous, à la rencontre de tous ces acteurs bretonnants, tout de suite avec Dumont d'Uzé. Garlon, c'est beau une